Regardez, devinez ce que je suis. Je suis hyper inconfortable. Je voulais essayer de faire un fourmilion et en fait je me rends compte que je ressemble plus à Alan Parrish dans Jumanji quand il est Keblo dans le plancher. Et justement, on va s'intéresser plutôt nous au fourmilion, à la larve. Et pour ça, il faut aller le débusquer. Alors c'est pas compliqué, il faut juste choisir le bon spot, le bon endroit, mais surtout le bon substrat. Et le substrat c'est quoi? Eh ben c'est la litière, parce que le fourmilion, c'est un insecte qui va faire des... Merde, j'ai triché, j'ai mis mes mains. Normalement, j'ai pas de main. Mais le fourmilion, c'est un insecte qui va construire des entonnoirs caractéristiques. Et c'est ça qu'on va aller chercher. Sauf que moi, je suis pas un fourmilion et je me prends du sable dans les oreilles, le nez et surtout les yeux. Et ça fait mal de ouf. Donc on va écourter cette introduction et on va vite aller les chercher. Allez, c'est parti. Moi, je vais sortir de ce truc-là. Ah. Et quoi de mieux pour aller chercher un insecte qui va vivre dans le sable que Fontainebleau et la mer de sable. Le spot où on est a la particularité justement d'être orné d'énormes blocs de grès. Le grès, avec le temps, va devoir faire face à l'érosion. L'érosion, c'est tout simplement l'eau qui va tomber sur les roches et qui vont faire se dégrader les blocs. Donc en fait, détacher petit à petit au fil du temps des mini morceaux, ce qui va les sculpter. Et en fait, tous les morceaux qui vont tomber au sol vont s'accumuler, générer ce qu'on va appeler du sable. Et aujourd'hui, à Fontainebleau, on peut arriver à trouver un sable qui va être très fin. C'est du sable de grès. Et les larves de fourmilions vont adorer ce type de substrat. Ah, qu'est-ce que c'est agréable de marcher pieds nus dans ce sable. Ça fait longtemps, moi aussi, je veux devenir un fourmilion. J'aurais pas dû faire ça, mais en vrai, si, je regrette pas. Allez, on continue. Regardez ça, regardez tout ce sable. C'est pas beau ça? C'est magnifique, j'adore cet endroit. C'est justement ça qu'on va venir chercher. C'est ce sable-là, cette granulométrie qui est très fine. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, ce qu'on cherche, c'est une larve de fourmilion. Et le fourmilion, à la base, c'est un insecte volant de l'ordre des neuroptères et de la famille des myrméléontidés. Et l'insecte adulte va ressembler plus ou moins à une libellule. Parfois plus petit, parfois plus grand, à la simple différence que les fourmilions ont des antennes beaucoup plus grandes, des ailes repliées sur le corps en forme de toit de maison et les antennes au bout vont être en forme de massue, contrairement aux libellules qui vont avoir des antennes très courtes et entièrement droites. C'est un animal, un insecte qui présente énormément de lacunes dans les recherches. Il y a très peu de recherches sur l'animal en lui-même, beaucoup sur la mécanique de son piège, à savoir comment il fonctionne, mais au final, niveau biologie, c'est vraiment pas un animal qui va être réputé et pourtant tout le monde le connaît puisqu'il a inspiré énormément de films ou alors de jeux, comme par exemple dans Star Wars, le sarlac, vous savez, cette énorme plante entre le mollusque, l'insecte, dans lesquels on jette des gens, ou alors tout simplement Flora Piranha dans Super Mario Kart. Vous vous souvenez, il y avait une étape qui était chétane, il fallait contourner un entonnoir. Et ben ça, c'est inspiré justement du fourmilion. Et c'est ça qu'on cherche, c'est cette espèce de petit piège en entonnoir. Et vous allez voir que comme c'est un animal qui est carnivore, il a dû s'adapter à un environnement pour pouvoir manger un maximum de proies. Et du coup, ça en fait un prédateur, mais incroyablement intéressant à observer. Alors nous, on est venu en forêt pour le chercher, mais il faut savoir qu'on ne va pas le trouver partout. Par exemple, comme c'est un animal qui va vivre plutôt dans du sable, dans une granulométrie plutôt fine, on va pas le trouver en dessous les feuillus ou alors dans les sentiers où il y a des feuilles mortes. Là, typiquement, vous voyez, le substrat dans lequel je suis, là, le biotope dans lequel je suis, c'est typiquement le genre d'endroit où on va pas du tout le trouver. Pourquoi? Eh ben parce que en fait, on va avoir des buissons au sol, mais c'est pas forcément ça qui va être dérangeant, c'est surtout que au sol, on a de la mousse, on a des feuilles mortes. Et ça va poser problème au fourmilion parce qu'il lui, il va avoir besoin du coup d'un substrat très fin. Alors un petit conseil, si vous cherchez, ne cherchez pas trop aux abords des chemins, sur le côté des chemins. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de passages, puis surtout les gens promènent leurs chiens qui viennent gratter et donc qui viennent un peu détruire ces pièges-là. D'ailleurs, en plus, ça va être plutôt en milieu ouvert. Essayez de préférer les endroits qui vont être partiellement couverts. Par exemple, au pied d'un arbre, au niveau de ses racines, qui vont d'ailleurs constituer un réservoir à nourriture et une protection contre le vent, qui est non négligeable pour le fourmilion. Réservoir à nourriture, pourquoi? Parce que dans les racines, on va y voir plein de petits insectes qui vont venir eux aussi s'abriter entre les racines, comme des fourmis, des abeilles, des araignées, plein de choses. Mais les zones où on va les trouver le mieux, et ben c'est dans les cailloux qui sont juste là-bas. Et c'est là qu'on va. Là, ça y est, on se rapproche du spot, là, tu vois, cette roche. C'est ça qu'on recherche. Celle-ci, elle est trop plate, on va plutôt aller chercher, voilà, des roches comme ça, là. Viens voir. Tu vois? Regarde, en fait, ce qui est bien avec Fontainebleau, c'est que grâce à l'érosion, on peut avoir des formes de rochers qui vont avoir des aspérités, des crevasses. Et c'est en dessous ces crevasses-là que le fourmilion va venir chercher. Donc en fait, on va plutôt le trouver, tu vois, abrité comme ça sous les roches. Là, non, je pense qu'on va aller plutôt par là-haut. Tiens, regarde, t'en as là
as, ah bah regarde, t'en as là aussi, t'en as aussi là, t'en as là, t'en as là, t'en as partout. Toute la zone, il y a du fourmilion partout. Au pied de ce rocher là, celui-ci, celui-là, juste là, et même en dessous là. Putain, creudit, pardon. Regarde comment on les voit bien ici là. Je savais que c'était une bonne idée de venir à Fontainebleau. Et là, c'est pile poil, vraiment pile poil l'exemple. Tu vois, le rocher, il est au-dessus de ma tête et il protège jusqu'ici là, il protège toute cette zone là. Et sur toute cette parcelle, eh ben, il y a des nids de fourmilions, il y a des entonnoirs partout. Il y en a des petits, des moyens, des grands. Il y en a de toutes les tailles. Et en fait, ils vont être abrités du vent et de la pluie et du passage, puisqu'ils sont contre la roche. Alors quand je dis exemple parfait, évidemment, c'est là où c'est le plus propice pour les larves. En revanche, moi j'en ai vu quand j'étais au lycée, vraiment le long d'une haie, juste avant de rentrer en cours. Donc tu peux vraiment en trouver absolument partout où tu vas avoir le substrat adéquat. Voilà, on va se mettre ici, c'est parfait, protégé du vent, on m'entend bien. Et puis là, il y en a partout. C'est marrant parce que les trous, ils vont de 0,5 cm de diamètre à 12 cm de diamètre, c'est dingue. Et évidemment, on pourrait penser que plus le piège est large et plus la larve est âgée. Or, c'est faux. Ça dépend pas du tout de l'âge de l'individu. Ça dépend tout simplement de son état de satiété, à savoir en fait si la larve elle a faim ou pas. Et donc plus elle a faim et plus le piège va être large. Pourquoi? Eh bien parce que ça va augmenter l'efficacité du piège, mais surtout maximiser les chances de pouvoir capturer une proie. La larve elle est au centre du piège. Elle va juste avoir la tête qui dépasse, la tête et les mandibules. On peut les voir apparaître de temps en temps en plein soleil si on s'approche avec une loupe, mais généralement elle attend sous la surface du sable, à l'abri. Le piège va avoir une double utilité. D'une part, il lui offre une protection puisqu'elle va être à l'abri du vent, elle va être à l'abri des prédateurs puisqu'elle va être cachée, dissimulée et en plus de ça elle va être sous la surface du sol, mais ça va être surtout un outil incroyable et très élaboré pour capturer des proies généralement terrestres parce que le piège va fonctionner sur le principe de glissade. Un animal, généralement des fourmis mais ça peut être plein de choses, des araignées, des petits scarabées, plein d'autres petits invertébrés comme des colamboles pour les plus petites larves, et ces animaux qui vont être terrestres vont se balader sur le substrat sans faire attention. On peut pas vraiment savoir que c'est un piège, surtout quand ça bouge pas et quand ça fait partie du décor. Et donc la proie va avancer et elle va tomber dans cet entonnoir. Sauf que même si elle peut très bien réussir à sortir en étant un peu dynamique, le fourmilion, qu'est-ce qu'il va faire ce petit salaud? Eh ben il va balancer du sable avec sa tête. Et alors ça va à une vitesse mon gars, mais alors c'est très rapide et les mouvements sont infimes. Quand vous observez un fourmilion chasser, vous voyez le sable qui se soulève à la surface et ça fait bam 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 bam. Alors il y a des études qui ont été menées justement sur l'efficacité du piège en fonction du type de substrat. Parce que bien évidemment, plus le sable va avoir une granulométrie élevée, donc avec des gros morceaux, et plus les proies vont avoir de prise pour pouvoir s'échapper. Et inversement, plus la granulométrie va être fine, et plus la proie va galérer pour s'extirper du piège. Mais il y a autre chose. Il faut savoir que les fourmilions, ils sont composés sur la surface de leur corps de sensils. Ce sont des poils qui vont être mécanorécepteurs. À l'inverse des poils qui sont chémorécepteurs, donc qui sont réceptifs aux odeurs, aux effluves aériennes, aux phéromones. Les poils qui sont mécanorécepteurs, ils sont sensibles aux vibrations. Et il y en a partout sur le fourmilion. Ces petits poils sensoriels, ils sont vraiment minuscules. C'est de l'ordre du 150 microns. C'est vraiment tout petit. Et ils sont plus abondants sur le thorax parce que c'est la partie qui va être justement la plus sensible. Et donc c'était vraiment le meilleur endroit, de manière logique, où elle pouvait justement avoir une concentration de trichomoterie la plus élevée. Et ces poils-là, ils vont avertir le fourmilion. Et ça se joue au nanomètre près de l'endroit exact où se situe la proie dans son entonnoir. Et donc plus le substrat est fin, et moins il y a d'espace entre les grains, ce qui laisse de mieux en mieux passer les ondes que va transmettre la proie quand elle va être dans le piège. Plus les blocs de sable sont épais et plus ils vont être espacés les uns des autres, ou plus ou moins ils vont avoir de l'air. Et cet air va bloquer la vibration et donc réduire un petit peu l'efficacité du piège. D'ailleurs, vous pouvez simuler vous-même la proie qui tombe dans un entonnoir. Il va vous falloir juste une petite brindille. Alors prenez pas trop des épines de pin, pourquoi? Parce qu'elles sont assez larges. Elles sont assez larges et vous allez manquer de précision. Vous vous rendez compte qu'il faut faire des vibrations extrêmement petites. Donc prenez plutôt les plus fines brindilles, comme un brin d'herbe plutôt, et vous allez venir effleurer les parois du sable. Et voilà, ça réagit tout seul. Là, il balance son sable là. C'est génial. Ouais, bah cette proie là, tu l'auras pas mon pote. Et ça, tout le monde peut faire, et je trouve que c'est un outil pédagogique de dingue quand tu t'y intéresses. T'imagines, un parent, il apprend ça à son gamin. Alors, on va essayer un truc. J'ai ramené avec quoi? Une petite pince, enfin une petite spatule, voilà, et on va essayer d'en déterrer une. Je vous rassure, ça va pas la mettre en danger à partir du moment où on va la remettre dans le substrat. Ils n'ont pas d'autres moyens de défense que leur piège, et leurs mandibules, bien que venimeuses, ne leur servent pas forcément à se défendre contre les prédateurs. Ce sont des animaux qui vont donc être vulnérables
vulnérables une fois qu'elles seront hors du piège. Ça vous fait penser à rien d'autre, ça? Un animal qui a des mandibules, qui a des poils, qui sont mécanorécepteurs, qui vit dans un endroit qui lui sert de piège et qui va être très vulnérable quand on le sort de cet endroit-là. Ça vous fait pas penser plutôt à une araignée? Non? Eh ben ouais, les fourmilions et les araignées vont fonctionner de la même manière. Tous les deux vont avoir des mécanorécepteurs sous forme de poils. Les deux vont construire un piège, l'un avec une toile, l'autre avec du sable, pour capturer des proies. Et les deux vont avoir la même méthode de chasse, la méthode qu'on appelle le sit and wait en anglais. Tout simplement dire être assis et attendre. Ça veut dire se poser à un endroit, attendre que la proie tombe dans le piège et venir la récolter tout simplement sur un plateau d'argent. Cette technique-là, elle va avoir plusieurs avantages et principalement un avantage énergétique. Énergétique pourquoi? Eh bien parce que tout être vivant qui va se déplacer va consommer de l'énergie. Et donc plus tu consommes de l'énergie et plus il te faut en apporter à ton organisme pour qu'il puisse suivre. Sinon tu tombes en carence et tu meurs finalement de faim. Quand on ne bouge pas, on ne consomme pas d'énergie, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de manger autant que ça. Et les larves de fourmilions, comme les araignées, peuvent attendre des mois et des mois et des mois sans manger ni boire. D'ailleurs, le temps de jeûne le plus long que les chercheurs ont réussi à mettre en évidence, c'était 1 an. Vous vous rendez compte? 1 an sans manger? Ouais, les calories, il faut vraiment pas les dépenser et donc il faut vraiment pas bouger. Il y a plein d'êtres vivants qui font ça. Les reptiles, par exemple, le font aussi. Les chevaux, quand ils sont dans des endroits où il fait très froid, le font aussi. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur les chevaux islandais. Ça vous aidera justement à mieux comprendre ce fonctionnement. Alors attends, on va essayer d'en déloger une pour voir. Avec les spatules, ça marche avec une cuillère. C'est beaucoup mieux avec une cuillère parce que c'est en forme de creux, donc vous la récoltez directement. Donc en fait, vous venez chercher sous le piège et vous avez juste à soulever et vous attendez de voir quelque chose qui va émettre des vibrations. Voilà, ensuite vous la mettez au creux de votre main et t'attends et normalement elle sort toute seule. Hop, et elle va chercher à s'enterrer encore une fois, comme toutes les larves de fourmilions, en marche arrière. Ça aussi c'est une caractéristique des larves de fourmilions. Elles avancent pas en avant, elles avancent en marche arrière. C'est assez marrant et d'ailleurs c'est comme ça qu'elles vont construire leur piège. Elles vont le construire en faisant des spirales comme ça en marche arrière, en balançant du sable une fois qu'elles auront atteint le centre pour pouvoir créer l'entonnoir. Ils ont une façon qui est très étonnante de construire leur piège. Pendant très longtemps, on a pensé que c'était dû à l'orientation du soleil, voire de la lune, étant donné qu'ils ont souvent une activité nocturne ou alors qu'ils construisent leur piège principalement la nuit, même s'ils peuvent très bien le construire en pleine journée. Et on s'est rendu compte aussi, avec le temps, que les pièges étaient orientés sous un angle de 45 degrés. Et alors on a fait des tests, je les ai fait les tests en pleine nuit, et je les ai mis sans aucune lumière, sans aucune visibilité. Et ils ont quand même réussi à faire des pièges orientés à 45 degrés. Et donc moi je me pose une question et je me demande si plutôt que de penser que le fourmilion oriente volontairement son piège à 45 degrés pour être plus efficace, je me demande si c'est pas plutôt simplement 45 degrés qui est en fait la limite naturelle d'inclinaison du substrat entre la tenue et l'avalanche. C'est-à-dire que peu importe où va lancer le sable, même vous pouvez le faire, hein, peu importe la manière dont vous allez lancer le sable, il va naturellement se former en entonnoir sous un angle de 45 degrés. C'est excellent, elle est juste là. Donc celle-là, elle doit faire 1 cm des mandibules à la base de l'abdomen. Et alors quand elle va avancer dans le substrat, avant de rejoindre son endroit, eh ben vous allez pouvoir la suivre parce qu'elle va laisser une trace, comme dans les films, vous savez, les vers qui se déplacent dans le sable, les vers de sable. Et donc elle va laisser une trace, un sillon dans le sable. Et vous pourrez voir d'ailleurs tout son parcours. Quand vous en déterrez une, évidemment, le piège va être détruit. Il n'y a absolument rien qui vous empêche de refaçonner un petit piège avec le doigt, tout simplement, à l'endroit exact où vous l'avez déterré et d'aller la remettre au centre du piège, tout simplement. Elle a vraiment une forme qui est vraiment chelou et c'est ça qui en fait un animal qui est extrêmement intéressant à observer. Bizarrement, même si elle a 3 paires de pattes, c'est seulement la 2e paire centrale qui va être la plus expansée sur les côtés. Comme elle est de forme ovoïde et qui ressemble à un œuf, elle peut facilement se retourner. Du coup, les 2 pattes sur le côté, les plus longues, c'est ce qui va lui servir à se stabiliser. Ce sont des pattes stabilisatrices. Sans ça, elle se retourne. D'ailleurs, c'est grâce à ces pattes-là que quand on la met sur le dos, hop, elle va s'aider de sa tête et de ses pattes pour se retourner. Hop là. C'est un truc de ouf. Des animaux qui sont hyper réactifs. C'est ah, me touche pas. Ah, c'est génial. Alors ça va pas du tout avancer en continu, ça va avancer en saccadé. Toujours encore une fois pour économiser de l'énergie. Quand une proie tombe dans le piège, il faut l'aider. Il faut l'aider à quoi? À sortir? Non, il faut l'aider à tomber au milieu parce que c'est au milieu qu'il y a le danger. Et alors le fourmilion va balancer du sable, il va en balancer plein dans la direction de l'animal, dans la direction de la proie. Ce sable que le fourmilion va balancer en direction de la proie va engendrer une avalanche et donc va aider l'animal, la proie, à tomber de plus en plus jusqu'au centre du piège. Mais c'est pas tout, c'est pas parce que la proie elle est tombée au centre du piège qu'inévitablement tu vas réussir à la saisir. La proie, parfois, elles peuvent se débattre, elle peut être très rapide, donc il va falloir la saisir avec les mandibules. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on l'a dans les mandibules? On va l'épuiser. Et comment l'épuiser? Eh ben on va la secouer dans tous les sens, d'avant, en arrière, à droite, à gauche, pour pouvoir justement lui injecter un venin paralysant, une neurotoxine, donc qui paralyse, et ensuite la manger tranquillement à l'abri. Et en fait, c'est par l'extrémité des mandibules, donc
vraiment sur la dernière dent que se trouve la sortie de l'appareil qui inocule le venin. Alors comment elles mangent? Parce que les araignées vont inoculer un venin par les mandibules, en plus de suc digestif, mais elles vont aspirer par un jabot aspirateur qui se trouve derrière les crochets. Et le fourmilion, eh ben c'est pas une araignée, même s'il fonctionne pareil. Dans les mandibules, il y a le tuyau qui envoie le venin, et c'est par ce même tuyau-là qu'elle va aspirer les chairs qui vont être liquéfiées. Elle va aspirer en fait les chairs de l'intérieur de l'insecte par ce même tuyau. Et d'ailleurs, vous pouvez, si vous avez une loupe et une lumière, voir l'aspiration par transparence à travers les mandibules. Et c'est incroyable. Je sais, ça en dégoûte plein, mais c'est comme ça. Le règne animal, il n'y a ni cruauté ni compassion. C'est juste de la logique et de l'efficacité. Alors c'est une espèce qu'on va dire psamophile. Ça veut dire qui est inféodé, ou plutôt qui préfère les milieux sableux. Mais moi, je me pose une question. Comment font les adultes pour repérer ces endroits-là? Il faut savoir que les femelles, donc elles se déplacent en volant, elles ont une activité qui va être nocturne et elles pondent un œuf directement dans le substrat et la larve va se développer dans le substrat dans lequel il a éclos. Et la question que je me pose, c'est comment font les adultes pour repérer ces substrats-là? Est-ce qu'ils s'y repèrent à vue? Est-ce qu'ils se repèrent au toucher? C'est-à-dire qu'ils se posent sur un substrat, ils cherchent, elles cherchent, elles cherchent. Et en fait, grâce au toucher, elles vont sentir que le sol est propice à la ponte des œufs et au développement de sa larve. Moi, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. J'aimerais bien savoir comment elles font. Alors, j'ai lu une étude pour compléter la qualité et surtout les avantages de construire un piège en entonnoir qui était faite sur justement les températures à l'intérieur et à l'extérieur du piège. Le sol, il accumule l'énergie solaire, il accumule cette énergie et il la conserve. Et donc, les études ont montré que à l'intérieur du piège, sous quelques centimètres, tu avais jusqu'à 15 degrés de moins. C'est quand même incroyable. Et donc, la larve, elle va s'enterrer pour justement se mettre toujours à bonne température. D'ailleurs, ça va aussi les protéger en hiver. Ça va les protéger du froid. Sous le sol, c'est bien connu. Toi-même, tu sais, ça protège. Donc, elles vont hiberner. Alors, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit que construire un piège en entonnoir sous les rochers, comme ça présentait plusieurs avantages. Mais ça présente aussi plusieurs inconvénients. L'inconvénient majeur, c'est la surpopulation. Pourquoi? Eh bien, parce que ça entraîne de la compétition. La compétition au sein de la même espèce, ça va être le fait qu'il y ait beaucoup d'individus dans une même zone, mais qu'il n'y ait pas assez de proie pour tout le monde. C'est un peu comme si vous étiez 10 assis à une tablée et que plutôt que d'avoir une portion par personne, vous aviez une portion pour 10 personnes. C'est un peu ça la compétition. Un autre inconvénient, eh bien, ça va être la construction des pièges. Tout à l'heure, je vous ai dit que pour construire un piège, on descendait aux spirales, on le construisait, on balançait du sable un peu à droite à gauche pour construire un entonnoir. Et bien, essayez de comparer ça à des personnes qui vont creuser un trou et qui vont balancer la terre dans le trou du mec qui est à côté. Ça va générer des éboulements dans les autres trous qui vont être adjacents. Et donc, les uns vont déverser dans le piège des autres et inversement, et patati patata. On s'en sort plus et donc ça devient beaucoup moins efficace. Et alors, à votre avis, ça vit combien de temps cette bête-là? Et bien, comme beaucoup de larves françaises ou européennes, la larve va vivre quelques années. Généralement, c'est 2 ou 3 ans. Et l'adulte, il va vivre une saison. Ouais, ça vit que quelques mois. C'est uniquement pendant la belle saison. Donc en fait, tout l'été, histoire de se reproduire, pondre et mourir. Ouais, c'est malheureux, mais tu vis plus longtemps quand t'es petit qu'à l'âge adulte. D'ailleurs, les adultes mangent très peu. Ils puent généralement dans les réserves qu'ont accumulé les larves tout au long de leur croissance pour pouvoir survivre pendant la belle saison. Il y a plein d'insectes qui font ça. Et comment passer de la larve à l'adulte? Parce qu'on passe pas d'un espèce de boudin avec plein de poils qui ressemble à un testicule à un bel insecte avec des belles ailes en un claquement de doigts. Non, il va falloir se transformer. Et la transformation, on va l'appeler la nymphose. C'est une métamorphose en fait qui fait se transformer la larve en nymphe, une sorte de chrysalide, et qui fait ensuite se transformer la nymphe en adulte. L'imago, la forme parfaite, c'est-à-dire la forme définitive. Et le cocon, pour un animal qui vit au fond d'un trou, au fond d'un entonnoir en sable, tu le fais où? Eh bien, tu vas le construire au fond de ton entonnoir. Et ça va être un sac de soie qui va être mélangé au substrat, donc en fait au sable. Un mélange entre de la soie et du sable. Et la larve de fourmilion va se développer là-dedans, passer quelques mois et ensuite sortir au printemps pour pouvoir enfin se reproduire. Une fois que l'œuf est pondu, donc en fin d'été, eh ben l'incubation va durer tout l'hiver. L'éclosion, elle va pas se faire tout de suite avant l'hiver. Ça arrive généralement chez les reptiles, donc la naissance juste avant l'hibernation. Mais chez la larve du fourmilion, c'est différent. C'est seulement au printemps suivant que la larve va éclore et donc continuer sa croissance petit à petit. Donc, avant de terminer, j'aimerais juste attirer votre attention sur un petit détail qui, moi, au fil de mes recherches, des études et pareil, de toutes les observations que je fais depuis que je suis tout petit et des discussions que j'ai eues avec des thésards, des gens qui ont fait des thèses, des chercheurs. Donc la question qu'on s'est posée, c'est quelle est la corrélation entre la construction du piège et la présence de proies, notamment des fourmis? Parce que mine de rien, les fourmis qui sont terrestres vont adopter plus ou moins les mêmes types de substrats. Donc est-ce que le fourmilion a construit son piège pour la présence de fourmis ou alors pour la qualité du substrat? Donc s'il y a des chercheurs qui regardent cette vidéo, qui veulent faire une thèse et qui n'ont pas d'idée, eh ben pensez-y. Je pense que ça pourrait être très intéressant de se pencher là-dessus. Donc vous voyez à quel point ce sont des animaux qui sont hyper intéressants. Tout ce qu'on ne savait pas et tout ce qu'on a encore à apprendre, c'est incroyable comme bestiole, incroyable. Mais je trouve que malheureusement, on passe souvent encore et beaucoup trop à côté de ces petites merveilles. Donc apprenez à les observer. L'avantage à travers de cette vidéo, c'est que
maintenant vous savez où en trouver. Et puis le plus important, transmettre. C'est pas avec des armes qu'on va sauver le monde, c'est avec la connaissance. Et c'est notre meilleure arme et c'est comme ça qu'on va réussir à changer les choses, par la transmission du savoir. C'est le plus important. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre dans mes aventures et c'est un plaisir. Je suis complètement dépassé par les événements. En 3 semaines, on est passé de 7000 à 90 000 abonnés. C'était n'importe quoi. Je me suis pris une déferlante et je suis sûr que entre le moment où je tourne la vidéo et le moment où elle va sortir, où vous allez la regarder, on va encore prendre en ampleur et ça va être juste incroyable. Donc je suis complètement dépassé. M'en voulez pas. Je suis juste un mec normal lambda qui faisait un truc pour rendre service aux gens et putain, ça a marché quoi. Donc merci infiniment. Vous êtes une communauté extraordinaire, je pouvais pas mieux rêver et ça me donne encore plus envie de vous pondre du contenu toujours de meilleure qualité, de plus en plus, tout le temps, jusqu'à la fin de ma vie. À bientôt et paix et prospérité sur votre peuple. Bisous.